Mouvement dans un champ uniforme, partie 1. Mouvement dans le champ de pesanteur. Notion de champ vectoriel uniforme. Un champ vectoriel uniforme garde en tout point d'une région de l'espace la même direction, le même sens, la même norme. Au voisinage de la Terre, le champ de pesanteur G est considéré comme un champ vectoriel uniforme. Concrètement, au voisinage de la Terre, dans un cube de quelques kilomètres de côté, on va admettre que G garde la même direction, le même sens et la même norme. Étude du mouvement dans le champ de pesanteur uniforme. Dans un champ de pesanteur, on va placer une masse M. Cette masse va être soumise à son poids P égale à mg. Le vecteur accélération dans le champ de pesanteur va se déterminer à l'aide d'étapes de rédaction bien précises. Dans un premier temps, on doit définir le système étudié. Il s'agit d'un système de masse M et de centre de masse G. Ensuite, on précise le référentiel d'étude. Ici, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen, muni d'un repère qu'on va préciser en fonction des conditions de l'exercice. Ça peut être un repère OK, OJ, OIJ, OIJK. Troisièmement, on va faire le bilan des forces appliquées au système. Dans notre cas, le système de masse M est placé dans le champ de pesanteur uniforme, G, il est soumis à son poids, P égale mg. Enfin, on applique la deuxième loi de Newton. On va écrire que la somme des forces extérieures est égale à ma, donc mg est égal à ma, et donc l'accélération a est égale au vecteur g. Le système est soumis à son seul poids, il est donc en chute libre. À partir de là, on va pouvoir mettre en place les équations horaires du mouvement, et entre autres l'équation de la trajectoire. On va prendre ici le cas d'une chute sans vitesse initiale dans le champ de pesanteur uniforme. Les conditions initiales sont les suivantes. L'objet tombe sans vitesse initiale, on prendra pour position initiale l'origine du repère. Le mouvement se fera dans le repère OJ, avec J dirigé vers le haut, comme sur le schéma. Dans ce repère, on représente G, et au point O, au point de départ, on peut représenter aussi l'accélération A. Les conditions initiales sont les suivantes. Le vecteur V0 est égal au vecteur nul, puisqu'il n'y a pas de vitesse initiale. Le vecteur position initiale OG0 est aussi le vecteur nul puisqu'on démarre de l'origine du repère. Enfin, A est égal à G. En fonction de J, A est égal à moins GJ. Les coordonnées du vecteur accélération sont les suivantes. AX, 0. AY, moins G. AZ, 0. On pourrait bien sûr ne travailler que suivant l'axe des Y. J'ai choisi simplement, pour vous montrer qu'on peut travailler sur 3 axes, de vous présenter les 3 coordonnées. Elles sont honnêtement inutiles ici. Encore une fois, on pourrait travailler simplement suivant l'axe des Y. Pour trouver les coordonnées du vecteur vitesse, on se rappelle que par définition, A est égal à d de v sur dt. On va donc trouver les coordonnées de v par intégration. On prend les lois horaires précédentes et on les intègre. Concrètement, pour vx de t, puisqu'on avait trouvé AX égale 0, on va trouver une constante. Pour VY de t, on aura moins GT plus une autre constante. Pour VZ de t, on aura une troisième constante. On détermine ces 3 constantes grâce aux conditions initiales. On sait que Vx0 est égal à 0, donc C1 est égal à 0. Vy0 est égal à 0, donc C2 égale 0. Vz0 est égal à 0, donc C3 égale 0. Voici les coordonnées du vecteur vitesse. Pour trouver les coordonnées du vecteur position, on rappelle la définition du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position. On va donc intégrer les lois horaires obtenues précédemment. On va donc avoir, suivant l'axe des x, C4, une constante. Suivant l'axe des y, moins a demi de gt carré plus C5, une autre constante. Suivant l'axe des z, C6. Ces 3 constantes sont déterminées encore une fois par les conditions initiales. À l'instant 0, x0 est égal à 0. C'est la valeur de C4. y0 est égal à 0, c'est la valeur de C5. z0 égale 0, c'est la valeur de C6. On obtient les 3 lois horaires pour le vecteur position. Quand on regarde les lois horaires de la vitesse et du vecteur position, on peut caractériser le mouvement. Concrètement, le mouvement est un mouvement rectiligne puisqu'il s'effectue suivant un seul axe. Le mouvement est uniformément accéléré puisque quand on observe la variation de la vitesse suivant la coordonnée y, Vy,
on constate que cette coordonnée, égale à moins gt, va augmenter, en valeur en tout cas, au fur et à mesure que le temps augmente. Puisque la vitesse augmente en permanence, c'est un mouvement uniformément accéléré. On va établir maintenant les équations horaires du mouvement et l'équation de la trajectoire dans le cas d'une chute avec une vitesse initiale dans le champ de pesanteur uniforme. Concrètement, on va prendre les conditions initiales suivantes. L'objet est lancé avec une vitesse initiale faisant un angle alpha avec l'horizontale. On prendra pour position initiale l'origine du repère. Le mouvement se fera dans le repère OIJ avec J dirigé vers le haut. Cette situation est représentée sur ce schéma. Quand on projette V0 sur l'axe des X, on obtient la coordonnée V0X. Quand on projette V0 sur l'axe des Y, on obtient la coordonnée V0Y. Dans le triangle rectangle qui a pour côté V0 et V0X, on a cos alpha égale V0X sur V0. On en déduit que V0X est égal à V0 cos alpha. Dans le triangle qui a pour côté V0 et V0Y, sinus alpha égale V0Y sur V0. On en déduit que V0Y égale V0 fois sinus alpha. On a pour condition initiale V0 égale V0 cos alpha i plus V0 sinus alpha j. Au G0, le vecteur position initiale est égal au vecteur nul puisqu'on démarre de l'origine. Et comme précédemment, A, l'accélération est égale à G, c'est-à-dire moins Gj. On va donner maintenant les coordonnées du vecteur accélération. J'ai choisi encore une fois de vous présenter les trois coordonnées suivant x, y et z, mais on pourrait bien sûr se contenter de ax et ay dans notre cas. Ax vaut 0, ay vaut moins g, az vaut 0. Pour trouver les coordonnées du vecteur vitesse v, comme tout à l'heure, on va faire une intégration. Les coordonnées deviennent donc vx de t égale c1, vy de t égale moins gt plus c2, vz de t est égal à c3. On obtient la valeur de c1, c2 et c3 grâce aux conditions initiales. Vx0 est égal à V0 cos alpha, c'est la valeur de C1. Vy0 est égal à V0 sinus alpha, c'est la valeur de C2. Vz0 est égal à 0, donc c'est la valeur de C3. Les lois horaires deviennent Vx de t égale V0 cos alpha, Vy de t égale moins gt plus V0 sinus alpha, Vz de t égale 0. On procède à une nouvelle intégration pour trouver les coordonnées du vecteur position OG. X de t est égal à V0 cos alpha t plus C4. Y de t égale moins 1/2 gt carré plus V0 sinus alpha t plus C5. Z de t égale C6. On trouve C4, C5 et C6 grâce aux conditions initiales. X0 vaut 0, c'est la valeur de C4. Y0 vaut 0, c'est la valeur de C5. Z0 vaut 0, c'est la valeur de C6. Les coordonnées du vecteur position deviennent finalement X de t V0 cos alpha t, Y de t moins 1/2 gt carré plus V0 sinus alpha t, Z de t, 0. Voici maintenant les coordonnées du vecteur vitesse et les coordonnées du vecteur position. À partir de ces différentes lois horaires, on peut caractériser le mouvement du mobile. On constate que seules deux coordonnées varient, x et y, dans le temps. Le mouvement s'effectue donc dans un plan. Plus précisément, c'est le plan défini par le vecteur g et le vecteur v0. Quand on regarde les lois horaires Vx de t et x de t, on constate que le projeté de g sur l'axe des x a un mouvement forcément rectiligne, puisqu'on est sur un axe, et uniforme, puisque Vx de t, finalement, égal à V0 cos alpha, ne dépend pas du temps. Sur l'axe des y, le projeté de g a également un mouvement rectiligne. Si on observe maintenant l'expression de Vy de t, on constate que dans un premier temps, quand t est nul ou petit, c'est le terme positif V0 sinus alpha qui l'emporte. La coordonnée Vy est positive. Donc le mobile monte. Mais plus le temps passe, plus le terme moins g de t prend de l'importance, il finit par l'emporter, et finalement on comprend que le mouvement suivant l'axe des y sera un mouvement dans un premier temps uniformément ralenti, puis, dans un deuxième temps, quand la coordonnée deviendra négative, uniformément accélérée. Si on représente x en fonction du temps, on obtient une droite qui passe par 0. Si on trace y en fonction du temps, on obtient une parabole. Équation de la trajectoire du mobile. Une équation de trajectoire s'obtient en exprimant une des coordonnées en fonction de l'autre. Concrètement, on va prendre les deux coordonnées x de t, y de t, ces deux lois horaires. Dans la première loi horaire, on va exprimer t en fonction de x. T est égal à x sur V0 cos alpha. On place ensuite cette expression de t dans l'équation numéro 2. On a bien, de ce fait, y en fonction de x.
Dans cette expression un peu complexe, dans le deuxième terme, on peut faire une simplification. On simplifie par V0, et sinus alpha sur cos alpha est égal à tangente alpha. On obtient finalement cette expression de l'équation de la trajectoire du mobile. Détermination de la flèche et de la portée. L'équation de la trajectoire est l'équation d'une parabole. Si on représente y en fonction de x, on obtient ce type de profil, et sur cette trajectoire, il y a deux points remarquables. La flèche d'abord, qui correspond à l'altitude maximale. Il y a ensuite ce qu'on appelle la portée. La portée est la distance atteinte sur l'horizontale. Pour déterminer la flèche, on va partir des lois horaires. Plus précisément, puisque la flèche est l'altitude maximale atteinte, on va chercher la date TF pour laquelle la vitesse verticale, donc Vy, est égale à 0. Concrètement, dans cette loi horaire-là, on va écrire que Vy est égal à 0 pour l'instant TF, donc 0 égale moins g de TF plus V0 sinus alpha. On en déduit que TF est égal à V0 sinus alpha sur G. Une fois qu'on a cette expression de TF, on la replace dans la loi horaire de Y en fonction du temps. On obtient cette expression qu'on peut simplifier de la façon suivante. On a ici l'expression de la flèche. Détermination de la portée. La portée, c'est la distance atteinte sur l'horizontale. Quand on regarde l'équation de la trajectoire, on comprend que la portée est une valeur de x qu'on va noter xp pour laquelle y est égal à 0. Quand on réécrit cette équation de trajectoire en factorisant par x, on va avoir donc une expression y de xp qui est égale à 0. On a deux solutions possibles. Soit, en rouge, xp est égal à 0. Soit, c'est le terme suivant qui est égal à 0. xp égale 0 n'est pas une bonne solution puisqu'en fait ça correspondrait au point de départ. La portée, c'est finalement l'autre côté de la parabole. Et donc concrètement, c'est l'autre terme dans lequel intervient xp qu'il va falloir résoudre, et en résolvant cette équation, on va trouver cette expression de la portée. Voilà, c'est fini, donc je vous invite maintenant à voir le mouvement dans un champ uniforme, partie 2, mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme.